Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur et le privilège de rencontrer le très talentueux M. Grégory Charles. Salut Grégory, ça va bien? Salut, je vais très bien, merci, toi. Super bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de Ça fait participer plaisir. à Né pour jouer et de nous recevoir dans ton studio. Ah oui, t'es un studio occupé. Très beau décor. Grégory, je vais commencer par te présenter rapidement parce que je ne ferai pas toute ta biographie parce que ça va être Non, s'il long. vous plaît. Donc, tu es pianiste, danseur, chanteur, chef de chœur, animateur de télévision, animateur radio, comédien, musicien, auteur, compositeur, interprète, gestionnaire, enseignant, conférencier, papa, conjoint, cousin, ami. Ouais. Quand tu étais adolescent, est-ce que tu te disais, est-ce que tu pensais que tu allais accomplir tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Moi, quand j'étais adolescent, je voulais être premier ministre. Ah oui? Oui. Moi, la politique, ça m'intéressait beaucoup OK. quand j'étais jeune. Je faisais déjà beaucoup de musique, puis beaucoup de sciences, puis beaucoup de sport, puis beaucoup d'autres affaires. Puis je faisais partie d'un groupe, je faisais partie d'un chœur, puis d'un orchestre. J'étais très, très occupé. OK. Mais pour une quelconque raison, je pensais que le service public, ça allait être une affaire que j'allais faire. D'ailleurs, dans mon livre de finissant, là, tu sais, quand tout le monde dit Oui, qu'est-ce qu'on oui, pense qui oui. va arriver, là, Oui. c'était pas mal ça que tu as écrit dans le livre de finissant, qu'il risque d'être notre premier ministre un jour. Fait que je pensais ça. Mais tu sais, j'avais pas de plan. Et puis, c'était aussi sérieux, j'ai envie de dire, là, Oui, mon, oui. mon envie d'être premier ministre. Et je savais pas trop du Québec, du Canada, de whatever, du monde entier. Oui. C'était aussi sérieux, ça, cette idée-là, que l'idée que j'avais quand j'avais 6 ans de vouloir être astronaute parce que l'homme OK. de 6 millions était astronaute puis qu'il avait crashé au sol puis qu'on y avait mis un bras bionique puis des jambes bioniques. C'était pas sérieux. J'avais pas de plan. J'étais très occupé comme adolescent. J'avais un horaire très, très régimenté. J'étais pas obligé, mais j'aimais ça. Alors, je me levais très tôt, je faisais de la musique le matin. Je rentrais à l'école, je faisais de la musique avant les classes. J'ai toujours assez bien réussi en classe, toujours vraiment très bien réussi en classe. J'étais très impliqué dans les activités scolaires. J'avais, comme je disais, des groupes qui faisaient, je sais pas, un orchestre, puis j'avais un band, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'avais un quartet vocal. J'étais très, très occupé. Puis c'était pas clair ce que j'allais faire. Et même juste rentrer au cégep, ça a été un coup de nez. Hein. Je demandais à mes profs qu'est-ce que je pensais que je devrais faire. Je demandais à mes parents qu'est-ce que je pensais que je devrais faire. Puis quand je suis sorti du cégep pour rentrer à l'université, j'ai envie de dire c'était pas tellement plus clair. OK. Ce qui a toujours été clair, cependant, c'est que quand je faisais quelque chose, je le faisais avec énormément de dévotion, puis d'énergie, et d'enthousiasme. Puis j'ai envie de te dire, peut-être, pour être encore plus précis, tu as fait une nomenclature de toutes sortes de choses que j'ai Oui, faites. oui, oui. Même là, il n'y a pas de plan. Je suis un gars de projet. Puis j'essaye des affaires. Puis quand je les essaye à fond. Puis je dirais que des fois, je réussis bien. Puis des fois, je réussis pas bien. Puis ce que je sais maintenant comme garçon sage qui est rendu au milieu de sa vie, c'est que c'est souvent des affaires que je pensais qu'elles allaient marcher, qui ne marchent pas. Et des affaires que je me suis dit, ouais, ça ne marchera peut-être pas, qui marchent. Et c'est ça qu'il faut essayer. Faut essayer des affaires. Il faut pas trop. Faut penser à son affaire. Il faut essayer d'avoir une idée d'où on s'en va. Mhm. Mais faut pas faire le projet dans sa tête. Faut le faire pour de vrai. OK. D'ailleurs, quand j'étais jeune, T'es un doer, autrement dit. en fait, je vais te le dire différemment. Moi, j'ai été élevé par des parents très modestes, mais qui étaient convaincus que si tu y mets ce qu'il faut, tu peux accomplir n'importe quoi. Et pendant que, tu sais, quand on est enfant, souvent, on demande aux enfants, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Ouais. Ma mère, elle dit toujours, hey, No stress. un rêve, ça devrait être un rêve pendant 5 minutes. Si pendant 10 ans, tu as un rêve, c'est too late. Too late. Si tu as un rêve pendant 5 J'aime ça. minutes et que tu OK. peux transformer ton rêve en un projet, puis là, ensuite, transformer ton projet en un geste et en une série de gestes, là, tu es quelque part. Mais c'est vrai que c'est très à la mode de demander, je sais qu'on va rêve, ce qu'on va rêve, ce qu'on va rêve. Mais il y a des chances que si c'est un rêve, que ça reste exactement Ça reste ça. un rêve, c'est Un ça. rêve, puis que tu ne le fasses pas. Alors que quand ça devient un projet, il y a deux choses qui peuvent arriver. Ça marche ou ça marche pas. C'est quand même assez simple. Puis moi, j'aime ça. Ça marche pas. Ça, c'est comme imaginer gagner la Coupe Stanley.
On se présente, en tout cas. Il faut quand même que tu montes sa glace, puis que tu joues. Puis ils sont quand même rares ceux qui ont gagné la Coupe 16 parties d'affilée, qui ont fait une saison, ils gagnaient 82 matchs. Ça arrive pas, là, t'en perds, tu essaies. Vraiment. Et puis, parce que je m'en allais te poser la question, dans le fond, tout ce que tu as accompli aujourd'hui, comment tu as fait pour accomplir autant de choses? Tu as sauté d'un projet à l'autre? Il y a bien des éléments pour réaliser, pour réussir des choses, plusieurs éléments. D'abord, il faut se donner le projet. Ensuite, il faut être prêt à souffrir avec. Moi, je ne suis pas un athlète. J'en ai fait là, des choses athlétiques, mais je ne suis pas un athlète. Mais je vois bien que les gens qui réussissent dans le monde du sport, c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Puis même ceux qui ont un énorme talent ou une habileté naturelle extraordinaire, ça demeure quand même des heures et des heures et des heures. Puis moi, je suis dans le domaine de la musique beaucoup. Derrière mon habileté maintenant à jouer n'importe quoi puis à avoir appris beaucoup de choses, il y a aussi des heures et des heures et des heures. C'est sûr. Fait que faut se donner le projet, ensuite de ça, il faut être prêt à sacrifier des heures. Ensuite, il faut plus tôt que plus tard comprendre qu'il n'y a aucun projet que tu réussis tout seul. C'est impossible. J'ai dit aucun, peut-être que j'exagère, parce que probablement que si ton but c'est de monter, grimper l'Everest tout seul, puis même là, j'ai envie de dire, il va falloir que tu consultes des gens qui ont déjà grimpé l'Everest, puis de parler avec des Sherpas, puis il va falloir que peut-être que tu fasses un entraînement physique extrêmement ardu avant d'y aller, fait que ça va te prendre des spécialistes. Tu sais, au final, il y a juste Tom Hanks dans Seul au monde qui est tout seul sur son île. Puis même là, tu sais, il n'est pas tout seul, il y a Wilson. Ouais. Fait qu'il faut. Puis moi, je dis ça, puis j'ai toujours été un gars vraiment de travail d'équipe, puis ça. Puis malgré tout, c'est un apprentissage qui est long de comprendre que tu réussis jamais mieux tout seul que ce que tu pourrais faire avec d'autres. Puis aussi que les seules personnes qui applaudissent quand tu réussis quelque chose sont les gens qui ont participé. Les gens qui ont juste assisté ou qui en entendent parler vont être ou bien jaloux ou indifférents. Mais les gens qui ont vraiment mis l'épaule à la roue. Puis moi, je suis dans une bonne position pour parler de ça parce que, comme personnalité publique, oublions moi pendant une seconde, moi j'ai fait le tour du monde avec Céline pendant presque 2 ans. Puis tous les soirs, j'étais avec Céline quand les gens venaient la voir et lui disaient hey, vous, là, je vous suis depuis votre premier spectacle à Charlemagne, des affaires comme ça. Ouais. Quand les gens disent ça à une personnalité publique, là, ce qu'ils veulent dire, là, ils veulent dire si t'es rendu où t'es rendu, là, c'est parce que des milliers de gens comme moi, on te suit depuis. Tu sais, bon, Céline, c'était un gaston, mais moi, mettons, le nombre de fois, je me suis fait dire hey, moi, là, je te suis depuis Chambre-en-Ville. Bon, je suis bien flatté de ça. Oui, bon. Moi, c'est là que je t'ai connu. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que si t'es où t'es rendu là, c'est parce que des tickets comme moi, il y en a plein là, qui te regardaient dans Chambre-en-Ville, puis qui t'ont trouvé assez bon pour te suivre dans l'autre affaire, puis dans l'autre affaire, dans l'autre affaire. Ouais. Fait que ça, c'est un domaine comme ça. Mais même les gens qui ont des magasins de souliers, ils finissent par réussir parce qu'ils ont des vendeurs de souliers, ils ont des fournisseurs de souliers, ils ont des gens qui conçoivent des souliers. Puis évidemment, éventuellement, ils ont des gens qui les achètent. Fait que ça, c'est un autre élément important. Puis ensuite de ça, le 4e élément, je dirais parce que je résume, là, quand tu donnes un projet, il faut sacrifier des heures, il faut travailler en équipe, prendre des gens autour. Et le 4e élément, c'est qu'il faut que tu aies l'humilité d'échouer. On ne peut plus important que d'échouer. D'abord, c'est ça qui est le plus. C'est ça qui nous éduque le plus, c'est ça qui nous apprend le plus de choses. Manquer notre coup. Vous regardez quand des enfants, le nombre de fois qu'ils se pètent la gueule en essayant de marcher. Petit. J'en ai une qui est petite, là. Ils se pètent la gueule, ils se pètent la gueule, puis éventuellement ils marchent, puis éventuellement ils trouvent ça drôle, puis là ils sourient quand c'est ça le bonheur d'un projet. C'est de manquer son coup, puis ensuite de réussir. Puis je comprends pas comment ça se fait que dans notre société d'aujourd'hui, on a cette impression qu'il faut tout réussir, puis que échouer, c'est terrible. C'est pas terrible. Puis c'est la même chose avec... c'est même bon dans bien des cas. Même comme investisseur. Regardons encore l'exemple du sport. Le plus grand frappeur de l'histoire du baseball, il frappait pour 400. Ça veut dire que... Ouais. 4 fois sur 10. 6 fois sur 10, il manquait son coup. C'est ça.
Tu sais, Ouais. les meilleurs joueurs de hockey, par exemple, ils touchent au puck 58 secondes, 60 secondes par match de 60 minutes. C'est-à-dire qu'il y a 50 minutes, 59 minutes où ils ne touchent pas au puck. Ouais. C'est Wayne Gretzky qui dit toujours « J'ai échoué sur tous les tirs que j'ai pas pris. Ouais, Et sur c'est tous ça. les autres, il y a une chance c'est quand ça. même de Ouais. compter un but. Fait- Faut l'essayer. Puis on dirait qu'on pense que la vie, c'est comme le Monopoly. Puis tu commences, puis là, tu regardes 200$, puis là, tu fais le tour du bois, puis tu achètes des propriétés, puis là, tu fais plus d'argent. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui a tout l'argent, puis que les autres n'en ont pas. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas de même non plus. Mettons qu'on serait juste à la course à accumuler. C'est pas juste accumuler. Mais c'est-à-dire, tu peux accumuler petit peu. Mais si tu as des plans de plus grande envergure, il y a des chances qu'il faille que un moment donné, tu prennes une chance, puis ça se peut que tu recules. Mais reculer, tu recommences, puis tu repousses. Puis là, on parle juste de sous. Là, Ouais. Là, parlons de... Si on oublie les sous, qu'on fait juste parler d'ampleur de projet, il faut que tu essaies des affaires, puis il faut que tu acceptes que tu n'es pas Dieu, puis que ça se peut que tu avais pensé à ton affaire, mais que ça n'a pas marché. Des fois, c'est pas de ta faute, ça ne marche pas. Ouais. Des fois, là, c'est... tu sais, je pense aux gens, mettons, qui ont décidé de lancer leur spectacle le 11 septembre 2001. Non, mais il y en a. Tu sais, moi, oui, c'est ça. j'ai un ami qui est à Paris. OK. Ah ouais. Son soir de lancement, Wow. c'était ça. C'était assez une mauvaise journée pour le faire. Ça n'a pas marché, puis ça a été un trou financier. Mais tu sais, des fois, c'est une question de timing. Ouais. Tu sais, les gens qui sont dans le domaine du jouet, mettons, puis ils ont 2 shots dans l'année pour vendre des jouets. Là. Les anniversaires individuels des gens, puis Noël. S'il y a une tempête de neige tout le mois de décembre, il y a un blizzard, puis ou que leur magasin... Le conteneur n'est pas arrivé. Puis... Il y en a des gens, là, on a vécu dans les dernières années là, des inondations, puis c'est ça la vie. Fait qu'il ne faut pas capoter. On s'essuie, puis on recommence, puis on réessaye, puis il faut avoir la même tendresse quand d'autres autour de nous essayent quelque chose et ça ne marche pas. C'est pas vrai que la vie, ça marche pas. Puis tout le reste est vrai aussi. Là. Moi, j'ai une jeune fille, là. J'ai un papa. La relation entre une fille et son père, c'est fantastique. Fait que là, en ce moment, là, c'est merveilleux. Ah oui. Mais je sais bien que je suis pas si loin du moment où, enfin, comme papa, sérieux, que notre relation va être différente. Puis il va avoir un bout, elle ne voudra pas avoir son père. Tu sais, il faut être humble, puis il faut être patient, puis on essaye. Puis quand ça ne marche pas, ben, on essaye encore. Puis quand ça ne marche pas, on essaye encore. C'est ça qui fait la différence entre, souvent aussi, un moment donné, l'atteinte du succès versus quelqu'un qui, à un moment donné, il dit « Bon, moi, j'ai assez essayé. » Ouais, tu sais, il y a un paquet d'adages qui sont un peu nodos, mais il y a des gens qui disent « Il y a seulement dans le dictionnaire que le succès vient avant le travail, etc. » Ce qui est tout à fait vrai. Mais le bonheur vient aussi avant toutes ces affaires. Oui, le bonheur, c'est un succès, hein, quelque part. Et si les gens pensent qu'on est seulement heureux quand on réussit, ils pensent que c'est une erreur. Ouais. On est, à mon sens, heureux quand on essaye. Oui, c'est vrai, ça. Pardon. On est heureux quand on essaye n'importe quoi. Découvrir aussi, expérimenter, c'est toujours agréable. Quand tu fais une création musicale, c'est la même chose. Mais même s'asseoir pour écrire quelque chose. Ouais. Puis tu sais, bon, je ne sais pas pourquoi il y a des gens des fois qui pensent que c'est capoté que, je sais pas moi, Linda Lemay, elle a écrit 4000 chansons dans sa vie. C'est pas capoté qu'elle a écrit 4000 chansons et qu'il y en ait 12 qui a marché, là. C'est pas... Il n'y a rien de capoté. Non, mais il y en a plus que ça. Oui, non, mais je veux dire, on voit l'analogie, oui, c'est ça. C'est normal que ça soit ça. Mais j'espère, je ne la connais pas personnellement, mais j'espère qu'elle a eu du fun à écrire toutes celles qui n'ont pas marché. T'sais. Puis j'espère qu'elle a eu du fun à écrire celles qui ont marché aussi. Puis c'est une des affaires de base de la vie, c'est de trouver un partenaire dans la vie. Je sais pas où les gens ont pris que t'es supposé trouver quelqu'un, là. Ça marche, la chimie, là, let's go, puis là, on s'entend bien, personne ne se chicane, ça s'en va de même. C'est pas vrai. On se tape personnellement ses nerfs des fois. Fait, comment est-ce que l'autre peut pas te taper ses dents? Et comment toi, tu peux pas taper ses dents de l'autre? Mais fait, moi, je pense qu'une des grands éléments de sagesse dans la vie, c'est d'apprendre qu'il n'y a rien de linéaire, puis qu'il faut s'essayer, puis s'essayer encore. Quand j'étais petit, ma mère faisait une prière avec moi tous les soirs, avant que je m'endorme. Puis elle disait pour moi, elle disait plein d'affaires qui étaient très personnelles, mais ensuite elle disait
Hey, j'espère que j'ai pas été trop décevant aujourd'hui. Puis si oui, je vais être meilleur demain. C'était Wow. c'était fou. Puis ma mère, elle disait ça parce que c'était une prière vers l'au-delà, mais c'était aussi comme un aveu entre nous. J'espère que je t'ai pas déçu aujourd'hui. Puis si oui, Elle disait ça. je ferai mieux demain. Hey, wow. Ça, c'est un bel exemple. Je pense que ça devrait être ça notre attitude. Ouais. Oublie la religion là-dedans, là, oublie la spiritualité. Ça devrait être ça notre réaction, même envers nous-mêmes. J'étais un peu déçu aujourd'hui de ce que j'ai fait. Je ferai mieux demain. On se dit ça des fois, c'est vrai. Parle-nous donc, si tu veux bien, de ton livre. N'oublie jamais que tu as écrit à ta fille Julia. C'est un accident. Encore une fois, c'était pas du tout un projet. J'ai eu une mère fantastique. Mais j'ai aussi grandi dans un milieu que je trouve intéressant à partager avec d'autres. En fait, je trouve que toutes les histoires sont intéressantes. Et comme la mienne est un peu différente pour son époque, mon père vient d'un autre pays, mon père c'est un anglophone, ma mère c'est une petite madame de 4 pieds 11, mon père c'est un monsieur de 6 pieds 1. C'était des gens qui étaient très très différents, qui se sont rencontrés, ça a marché, ça a cliqué, ils ont créé quelque chose à une époque particulière du Québec. Moi, quand j'étais petit à l'école, des gens de mon look, il n'y en avait pas gros, il y en avait un Jonquière. Stanley Péan. Puis à chaque fois, les gens me disaient j'en connais un noir à Jonquière. Puis je dis Stanley, vous le connaissez? J'en connais un à Saskatoon. Je le connais aussi. Ça commence à être loin. Là, aujourd'hui, juste te dire à quel point le monde a changé, c'est dur de trouver une rousse là. Dans les écoles, en tout cas certainement dans la région de Montréal. Mais j'ai eu des parents vraiment fantastiques. Très ordinaire. J'ai une famille modeste, moi, de gens qui ne sont pas des quadruples doctorats, quoi, c'est ça, mais juste des gens avec un sens commun, basic sens commun, comment le faire. Un gros bon sens. Et comme ça m'a pris du temps avant de convaincre une fille de faire une vie avec moi, j'ai un enfant plus tard dans la vie que mes parents m'avaient eu. Puis comme ma mère était déjà atteinte d'Alzheimer quand Julia est née, je trouvais ça plate que Julia n'ait pas côtoyer sa grand-maman à son plus virulent. Tu sais. Ouais. Fait que je me suis dit, pendant que c'est présent dans ma mémoire, pendant que j'ai toutes ces histoires-là, puis j'avais un peu de temps à mettre là-dessus, je me suis dit, je vais lui écrire l'histoire de sa grand-mère. Tu sais. Puis en même temps, je prends une chance, je vais lui écrire l'histoire de sa grand-mère avec moi. Comme ça, elle va mieux comprendre sa grand-mère, mais elle va aussi peut-être comprendre dans quelques années son père. Puis comprendre pourquoi moi, je risque d'être un parent semblable avec elle que les parents que j'ai eus. Fait que c'était très, très privé comme démarche. Et puis après l'avoir écrit... Tu n'avais pas le goût de publier ça au début. Pas tu tout, veux juste écrire ça à ta fille comme ça. Tu as eu un élan, tu t'es dit, je le fais. Absolument. Si j'avais été un bon cinéaste, j'aurais fait un film avec. Il n'est pas trop tard. J'avais déjà écrit des chansons au sujet de ma mère, fait que je trouvais que ça allait pouvoir écouter ça un jour. Puis j'ai envoyé le manuscrit à mon prof de français du secondaire, un de mes profs de français du secondaire, qui était très très bon. Puis en lui demandant, je lui dis, lisez ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et il a fait beaucoup plus que ce que je lui demandais. Il a agi comme un prof du secondaire. Il a corrigé mon manuscrit, il a fait des commentaires, il a fait des renvois. Il a quasiment écrit autant de feuilles qu'il y en avait dans le manuscrit. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être assez intéressant pour que je l'écrive, pour qu'on le publie, pour qu'on l'édite, pour qu'on le publie. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis finalement, c'est devenu un best-seller. C'est plusieurs dizaines de milliers de copies de ce livre qui ont été vendus. Puis ce que surtout, c'est que je pense que ça a permis à des gens de mieux me connaître. Moi, mais aussi de voir le rapport, le lien qu'il y a dans leur propre vie. Parce que, dans le fond, nos vies sont toutes pareilles. Nos vies sont toutes semblables. Avec nos petites particularités. Puis ça nous fait du bien, tous, de savoir que les autres ils ont vécu ça aussi. Puis, après avoir raconté l'histoire de ma mère, c'est le nombre de parents qui sont venus en disant hey, votre mère était quelque chose, elle était exigeante. Moi, j'ai un fils, j'ai une fille, je devrais-tu faire, les enfants sont tous différents, les parents sont tous différents. Ouais. Je suis bien content d'avoir écrit au final. J'ai pleuré en écrivant ça. Mais pleuré. C'était une thérapie à quelque part aussi, peut-être, là, thérapeutique. Oui, ça a été sans doute thérapeutique. Mon père a lu ça. C'est drôle parce que mon père, quand il a lu ça, il a pris une fin de semaine pour lire ça. Et après avoir lu ça, il m'a dit je savais pas. Ben, c'est sûr, moi, je suis de l'époque où ma mère, qui était une comptable,
a quitté le marché du travail pour m'élever. Puis mon père a travaillé 2 jobs pendant un certain temps, 3 jobs pendant un certain temps. Fait que, tu sais, c'est un foyer classique, là, rien d'exceptionnel chez mes parents. Là. Ma mère restait à la maison, mon père travaillait, il amenait son enveloppe, ma mère gérait le couple, puis mon père travaillait. Fait que mon père, il savait pas, il était pas là pour voir le rapport que moi j'avais avec ma mère. Puis mon père m'a dit, tu sais, je savais pas ça, mais ta mère était une femme encore plus exceptionnelle que ce que je pensais. Puis c'est intéressant parce qu'après ça, mon père, après la lecture de ça, il m'a parlé davantage de comment ma mère était avec lui, dans les moments où moi, j'étais pas là. Puis là, j'ai mieux compris que ma mère, quand mes parents voyageaient, elle était le fun, puis elle jouait des tours, puis elle faisait des jokes. Puis moi, je n'ai pas connu ça du tout. Là, Ah non! Je exagère, je l'ai connu un peu, mais, Ouais. mais ma mère, c'était tout était pédagogique. Là. Si quelqu'un faisait une joke, elle allait revirer ça en une façon pédagogique de me dire comment il fallait faire ça dans la vie. Là. C'était la pédagogie. Ma mère était pédagogique jusqu'à la toute fin. Là. Bien après qu'elle ait été atteinte d'Alzheimer, elle continuait de me faire des leçons, puis des morales, puis je dis pas ça de façon négative, là, de façon très, très positive. Il y a de l'amour là-dedans. Toujours, mais tu sais quoi, de toute façon, si tu es un bon conjoint, tu es toujours un bon conjoint, peu importe à quel moment. Si tu es un bon parent, tu vas toujours être un bon parent. Et puis si tu es un bon ami, tu vas toujours être l'ami qu'il faut au moment où. C'est ça. Je suis bien content d'avoir écrit ça. J'en ai écrit un autre. Il n'est pas publié, il n'est pas édité, mais. Terminé ou en cours? Non, il est fini. J'ai écrit un autre sur mon père. Ah oui, OK. Là, Julien a eu davantage le temps de côtoyer mon père parce que mon père habitait avec nous pendant quelques années avant de mourir accidentellement. Fait qu'elle a connu plus, mais pas tant que ça. Puis là, je trouvais que ça valait la peine que mon père ait une histoire aussi fantastique. Marché avec Martin Luther King pendant des années. Il y a des familles de presque 20 enfants. C'est une autre histoire. Alors, j'ai aucune espèce de prétention d'auteur, mais je trouvais que c'était ça la façon de partager ça. D'autant plus que, puis là, je vais me fermer là-dessus, mais d'autant plus que c'est encore plus important dans le cas de ma mère puis ma fille. Parce que je voulais pas que ma fille pense, en entendant parler de sa grand-mère, que c'était une génération d'épaisse parce qu'elle restait à la maison, puis parce que aujourd'hui, ça n'existerait plus ce genre de choix-là. Et Dieu soit loué, parce que la société ne marcherait pas si les filles ne travaillaient pas. Ouais. Mais n'empêche que c'est pas parce qu'elle faisait d'autres choix, il y a 2 générations, que c'était des nounounes. Ma mère, c'était pas une nounoune. Elle fait des choix qui allaient avec cette époque-là. Et, elle s'est donnée corps et âme quand tu penses à ça. Oui, puis par ailleurs, tu sais, ma mère, elle vient d'un petit village dans le centre du Québec, puis à cette époque-là, la religion c'était très fort, fait que le mois de Marie, puis la confesse, puis tout ça. Tu sais, c'est facile pour des gens de la génération qui les suit, ces gens-là, la nôtre. Et encore pire pour ceux qui nous suivent, nous. C'est facile de dire, ben, il était-tu assez cave? Ouais, mais c'était pas cave, c'était juste. Non, c'était là, c'était comme ça. C'était une autre époque, tu sais, c'était une époque où. On a des choses à apprendre à cette époque-là. On a des choses à apprendre de tout. Mais c'était une autre époque, c'était une époque où, tu sais, moi, ma mère, elle se mettait de l'huile sur le corps pour bronzer davantage au soleil. Bon, écoute, était-tu assez calme, ce monde-là? Let's go, invitation au cancer de la peau. Mais à ce temps-là, c'était pas. Il ne savait pas. Puis à cette époque-là, il conduisait vraiment à 100 000 à l'heure. Ouais. En buvant une bière à 4 sur le pas. Pas de ceinture. Puis... Mais c'était ça la vie aussi, tu sais. Puis tu as des déchets. Tu sais. Fait qu'on évolue, oui, mais on peut pas juste mépriser les gens qui sont passés avant. C'était ça. Fait que c'était un peu ça le but de raconter ça dans des livres. Si on parle de tes spectacles, parce que tu en as fait plusieurs, est-ce que tu en fais encore plusieurs? Oui, je fais entre 100 et 200 représentations par année. Mais dans les styles, parce que j'ai vu Music Man, là, tu me corrigeras, l'air du temps, Vintage, ça c'était avant. Oui, non, il y en a un même Vintage en ce moment qui s'appelle Vintage 69. Bon. C'est un peu irrégulier, je fais beaucoup de spectacles différents. Peut-être que je devrais faire comme d'autres et me concentrer sur un spectacle à la fois, mais je suis un peu boulimique de scène. L'air du temps, c'est le show le plus capoté que j'ai jamais fait. C'est un show interactif que je fais seul sur scène où je demande aux gens de me demander une année dans les 250 dernières années. Puis pour chaque année qu'ils me demandent, je leur joue de la musique
qui a été composé ou publié cette année-là. Puis je raconte aussi ce qui se passait dans le monde. C'est un mélange de ce qui m'intéresse, l'histoire puis la musique elle-même. Fait qu'il y a de la musique classique, il y a du jazz, il y a de la musique pop, puis il y a tout là-dedans, ce qui est intéressant. Oui. 2869, c'est un show sur l'année 69 parce que c'est l'année de Woodstock, c'est l'année de l'amour, c'est l'année de... Summer of 69. C'est l'année où on est allé sur la Lune pour la première fois. C'est une année extraordinaire en termes de musique, puis c'est un show très Jimi Hendrix quelque part, puis musicalement, mais là, ça, c'est un show encore plus à grand déploiement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens sur scène, puis on fait ce que je fais moi classiquement, là, comme des demandes spéciales, que ce soit à la pige ou bien par téléphone intelligent. Fait que je roule les 3 shows en même temps, puis par ailleurs, je fais un paquet de shows corporatifs. Puis les 3 shows roulent un peu partout, tu vois, comme je fais l'Air du temps aux États-Unis quelques fois dans le courant de l'année. Je fais Music Man dans le reste du Canada, puis aux États-Unis aussi quelques fois dans le courant de l'année. Puis 2869, on le fait un petit peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Alors, toutes les dates sont sur ton site web? gregexperience.com. Au fur et à mesure que les dates arrivent, elles sont présentes là. Je fais encore beaucoup de ça. En fait, moi, je fais de la scène, puis j'enseigne. C'est vraiment ça. Puis la scène, quand je dis que je fais de la scène, la TV pour moi, c'est le même genre de belle, mais ça m'a pris un demi-siècle pour comprendre que dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est performer puis enseigner. Fait que toutes les activités qu'on a sont quelque part dans ce domaine-là. On a une académie. Oui, c'est ça. On enseigne la musique. On a 4000 étudiants. Comment ça fonctionne, l'académie? C'est miraculeux. L'académie, ça prouve à quel point il y a des gens qui veulent jouer de la musique. On a 4000, au-dessus de 4000 personnes partout qui sont branchées, qui font 10 minutes de musique par jour. Piano, guitare, voix. Puis qui se connectent avec moi chaque semaine. Puis là, on jase. Puis là, on se répond à des questions. J'aurais-tu mettre tel doigt? J'aurais-tu faire telle affaire? Moi, je suis pas capable d'apprendre ça par cœur. Où est-ce que je vais à pédale? Puis au bout du cours de 8 mois à 10 minutes par jour, ben, tout le monde est invité à venir jouer avec moi avec l'orchestre symphonique. Là, ben, on était des milliers jusqu'à maintenant à jouer. Fait que c'est fantastique. On a des enfants de 5 ans, puis on a des madames de 94 ans. On a toutes ces étendues de gens qui sont dans l'académie. Mais tu vois, ça, c'est enseigné, puis j'aime ça enseigner. Les gens sont, parce que c'est en ligne, fait qu'il peut y en avoir un peu partout dans le monde, quoi? Ou... Il y en a partout dans le monde, la vaste majorité, et quelque part dans le bassin est du Canada, là, la majorité au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Il y a à peu près 10% de gens qui suivent des cours en anglais. On a un certain nombre d'anglophones. On a des gens on a des gens à Londres, on a des gens au UK, on a des gens à Singapour, on a des gens au Brésil, on a des gens en France, on a des gens un peu partout. C'est un beau start-up, là. Ça, c'est une belle machine, cette affaire-là. Mais ça va aussi avec ce que j'ai toujours fait. Moi, par exemple, en faisant de la TV, là, j'ai joué un peu à la télé, je fais des personnages, mais j'ai surtout animé ou bien des affaires éducatives, donc de l'enseignement, ou bien des affaires du divertissement. Puis, je fais des débrouillards pendant des années, puis... alors, j'ai enseigné au décrocheur pendant des années. Fait que là, l'académie, c'est cohérent avec ça. Moi, je fais des camps musicaux, des camps de musique l'été, les ateliers Grégory l'été. J'ai encore des chorales, des choses comme ça. Fait que je fais de l'enseignement, d'une part. Ce qu'on a fait à la télé dans les dernières années, Virtuose, Crescendo, toutes des émissions qui sont des émissions d'enseignement dans les écoles secondaires ou dans les conservatoires. Alors, beaucoup de ça. Puis le reste, ben, c'est du divertissement, que ce soit des spectacles sur scène ou que ce soit à la télévision. C'est ça. C'est assez simple comme carrière, dans le fond. Puis OK, on a une couple de postes de radio. La radio, c'est vrai, ben oui. Mais ça demeure quand même encore la même genre de chose. Dans le cas de la radio, c'est une radio vraiment... D'abord, c'est quand même un demi-million de personnes qui écoutent Radio Classique par semaine. Et c'est beau. C'est beau. Dans l'offre qu'il y a, où il y a plein de gens qui parlent, puis il y a plein de nouvelles, puis il y a plein de ci, puis il y a plein de ça. Radio de tranquillité, puis de béatitude, puis de beauté. On a eu la chance d'entendre tantôt en montant le setup ici. Puis effectivement, on était très zen. Écoute, ça en prend pour tout le monde. Hein. Ça en prend pour tous les goûts. Puis la musique classique, c'est ce qu'on a fait de mieux dans les 300-400 dernières années. On va quand même pas échapper ça. Imagine si on décidait d'échapper en l'architecture, ce qu'on a fait de mieux dans les 300-400 dernières années. Une couple de buildings qui ne serait plus là. Il y a une couple de buildings importants. On ne peut pas tous habiter et travailler dans des blockbusters qui ont été construits il y a 2 semaines et qui vont être détruits dans 3 ans. Alors, je trouve ça important. Comment ça se passe une journée typique dans la vie d'un Grégory Charles? C'est ordinaire, dans le fond. Moi, je commence ma journée vers 5h30.
Pendant des années, j'ai fait de la radio le matin, y compris la radio classique. Là, de ce temps-ci, j'en fais pas. Sur de raisons. Je commence assez tôt. Je fais de la musique de bonne heure le matin. Je fais de la musique avec ma fille tous les matins vers 6 heures. Ensuite, je vais la reconduire à l'école. Ensuite, le début de ma journée est en général dédié au travail administratif. C'est-à-dire, tu sais, on a des business, on a différentes unités d'affaires, on s'en occupe. En général, à partir du début de l'après-midi, là, je travaille plus de la musique. Je dédie mon temps, surtout en début d'après-midi, à écouter de la musique par époque. Parce que mon brand, c'est de connaître un peu sur la musique. Fait que d'après les journées, là, je choisis les années 2000, les années 90, les années 80. Alors, je fais ça. En général, c'est moi qui récupère ma fille vers le milieu de l'après-midi. Puis là, on fait les devoirs, puis on fait de la musique. Puis ensuite de ça, on a du temps de famille en soirée. Puis ça, c'est une journée typique, sauf que c'est bouleversé quelques jours par semaine par le fait que j'ai des spectacles. Alors, les spectacles, de façon générale, c'est jeudi, vendredi, samedi. Occasionnellement dimanche, occasionnellement mercredi, mais surtout jeudi, vendredi, samedi. C'est aussi bouleversé par le fait que j'ai une femme très, très productive qui travaille pour une des grandes compagnies de la planète, puis qui assez régulièrement n'est pas là parce que son endroit principal de travail, c'est à Seattle. Alors, on bouleverse ça, mais de façon générale, moi, je suis en opération de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Puis c'est assez plein. Puis j'ai une belle équipe, j'ai une belle petite équipe. Quand même, on gère beaucoup de choses avec peu de gens, mais je pense qu'on est tous sur notre X. C'est une belle équipe d'ailleurs, en passant. On a rencontré quelques personnes ici. Oui. Et ils ont tous été super avec nous. Fait que bravo, félicitations. Les gens de la radio ici, les gens des productions télé, les gens des productions sur scène, puis les gens de l'académie, c'est tous des gens vraiment très très bien. Donc, Grégory Charles, un gros merci d'avoir participé à Année pour jouer. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer, puis de ta générosité, de ce que tu nous as apporté comme témoignage. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. Merci à vous. Bonne chance. Merci beaucoup. Puis donc, on se retrouve demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Surveillez vos boîtes courriels. Merci beaucoup et à bientôt.